Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance marquée encore par de nombreuses publications d'entreprises en Europe, à Paris notamment. On notera la réaction de marché positive après les publications de Sanofi ou encore de Dassault Systèmes au sein du CAC 40. Sanofi d'ailleurs qui tire le CAC, une des valeurs qui pèse plus de 100 milliards d'euros au sein de l'indice parisien. Sanofi bien orienté qui permet au CAC 40 de se stabiliser au-delà des 6300 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les gros événements du jour, le marché s'y prépare. La réunion de la Réserve fédérale américaine est en cours avec la communication attendue ce soir, la conférence de presse de Jérôme Powell. Le marché s'y prépare de manière intéressante puisqu'on voit des taux longs américains qui remontent un petit peu d'une dizaine de points de base. On se rapproche de 1,65% pour le 10 ans américain. Des anticipations d'inflation sur le marché américain qui sont également bien ancrées en haut de cycle d'une certaine manière. Et puis on suivra également le discours de Joe Biden pour ses 100 jours devant le Congrès réuni aux États-Unis. Joe Biden qui va présenter notamment un nouveau plan. Oui, c'est un mois, un plan aux États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on parle d'un plan pour les familles et les ménages américains qui pourrait atteindre une enveloppe d'1,8 trillion de dollars, 1800 milliards de dollars, avec une partie quand même fiscalité qu'il faudra surveiller. Joe Biden donc s'exprimera ce soir, évidemment, heure de Paris. Et puis du côté des résultats américains, on notera la copie parfaite rendue par Google et Microsoft dans une moindre mesure. Google notamment qui a arraché des résultats records sur le premier trimestre avec également un retour aux actionnaires massif puisqu'on parle d'un nouveau programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars pour Google. 50 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble du premier trimestre pour Google. 55 milliards précisément. Le marché apprécie ces résultats et le retour fait aux actionnaires. Le titre Google est au plus haut historique. Et puis Microsoft, le cours de Microsoft est au plus haut historique également. Mais on voit un marché un peu exigeant sur ses niveaux de capitalisation et de valorisation. Microsoft qui a battu les attentes sur ses résultats. Mais visiblement, le marché est plutôt enclin à vendre la nouvelle puisque le titre Microsoft recule d'environ 2% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Les infos clés à mi-séance sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui revient aux alentours des 6300 points. Les investisseurs qui aujourd'hui encore ont pris connaissance de nombreux résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique avant de suivre deux discours clés aujourd'hui. C'est en effet aujourd'hui tout d'abord que Joe Biden s'exprime devant le Congrès pour les 100 premiers jours de son mandat. Une prise de parole où le président des États-Unis devrait détailler son plan d'infrastructure mais aussi son plan de soutien aux familles et à l'éducation en insistant notamment sur les modes de financement envisagés. La semaine dernière, Joe Biden avait d'ailleurs annoncé que pour ce nouveau plan d'environ 1000 milliards de dollars, une augmentation de la taxation sur les revenus du capital, mais aussi sur les revenus les plus élevés est envisagée. Au-delà de Joe Biden, c'est également aujourd'hui que se termine la réunion de politique monétaire de la Fed, dont le compte-rendu sera connu ce soir à 20h. Les investisseurs suivront également le discours de Jérôme Powell, mais aucun changement de politique monétaire n'est aujourd'hui attendu par les investisseurs à l'issue de cette réunion. Notons également rapidement qu'en France, la confiance des consommateurs reste stable au mois d'avril, l'indicateur permettant de la calculer ressortant à 94 points, soit au même niveau exactement qu'au mois de mars. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont pu découvrir cette nuit les résultats de deux grandes valeurs technologiques aux États-Unis, à savoir Microsoft et Alphabet. Microsoft tout d'abord dévoile des résultats trimestriels au-dessus du consensus en progression de 19% à 41,7 milliards de dollars. Microsoft qui annonce également avoir réalisé sur la période un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44%, ce qui donne un bénéfice par action de 1,95 dollars. Une progression de l'activité tirée par le cloud dont la seule verticale génère un peu plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, même si toutes les autres activités du groupe affichent des progressions de revenus sur la période.
Alphabet annonce de son côté des résultats trimestriels qui dépassent elles aussi les attentes des analystes. Le bénéfice par action de l'entreprise ressort à 26,29 $ pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 55 milliards de dollars en progression de 34% sur un an. Les bénéfices nets du groupe ressortent eux à près de 18 milliards de dollars. Une activité qui est essentiellement portée par le rebond du marché publicitaire qui profite à l'activité moteur de recherche de Google. C'était pour les résultats aux États-Unis. On regarde les résultats en France à présent. Sanofi confirme tout d'abord ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique recule lui d'un peu plus de 4% en données publiées, mais progresse de près de 2,5% à périmètre comparable. Dassault Systèmes relève de son côté ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 à la suite de la publication de résultats du premier trimestre qui dépasse les attentes des analystes. Dassault Systèmes qui anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 4,24 et 4,28 € en progression de 12 à 14% sur un an. Et à Paris, toujours, Sopra Steria annonce de son côté que ses revenus ont connu un léger recul sur la période, mais confirme ses objectifs pour 2021, à savoir une croissance organique de ses revenus comprise entre 3 et 5% et un taux de marge opérationnelle d'activité compris, lui, entre 7,5 et 8%. Et on finit avec Lagardère qui annonce avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs pour transformer le groupe protégé par un statut de société commandite par action en société anonyme. Le projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée générale le 30 juin prochain. L'Assemblée générale qui devrait normalement nommer Arnaud Lagardère, PDG de la société pour une durée de 6 ans à l'issue de l'opération. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et le marché est prêt pour la Fed. La décision de la Banque centrale américaine est attendue ce soir. Et au-delà de la décision, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera suivie évidemment par les investisseurs. Parlons de l'inflation américaine et de la Fed avec Patrice Gautry qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, que peut-on attendre de la Fed ce soir? C'est la grande question, notamment dans la communication et le glissement sémantique peut-être qu'on peut imaginer du côté de la Réserve fédérale américaine. Pour parler de ça, il faut parler de l'inflation. Patrice, les évidences, les anecdotes sur une inflation, une hausse des coûts, notamment pour les entreprises, s'accumulent. On le voit à travers les publications qui sont faites, notamment aux États-Unis. Le mot inflation revient de manière très prononcée dans les conférences qui sont organisées entre les entreprises de Wall Street et les analystes. Que dire à ce stade? Quels sont les enseignements que vous en tirez sur ce thème de l'inflation, Patrice? Le niveau qu'on pourrait peut-être atteindre en termes d'inflation finale aux États-Unis dans les prochains mois et le caractère transitoire de cette inflation qui reste quand même le point d'ancrage majeur du discours de toutes les banques centrales. Oui, alors ça fait beaucoup d'éléments effectivement qui sont liés à l'inflation, qui est un grand débat. Alors si on remet un petit peu, je dirais, en profil cette inflation, tout d'abord c'est un phénomène mondial. On avait terminé l'année dernière à 1% environ en rythme d'inflation. On a passé le premier trimestre en rejoignant 1,5% et on devrait atteindre 2,7% donc au deuxième trimestre et évoluer sur les prochains trimestres à 2,5%. Donc c'est un phénomène qui atteint à la fois les États-Unis comme l'Europe, comme les pays développés, comme les pays émergents, avec trois facteurs, vous l'avez rappelé. On a effectivement la hausse des coûts des matières premières et c'est là l'élément le plus moteur en fait au deuxième trimestre. Et puis on a aussi des coûts d'approvisionnement. On a ces fameuses ruptures d'approvisionnement dans les composants. On a aussi des problèmes dans le transport et donc des coûts qui augmentent. Et puis le troisième point, bien entendu, ça peut être l'élément de demande supplémentaire à l'occasion de la réouverture des économies. Les États-Unis, le Royaume-Uni sont dans ce processus. Donc aux États-Unis, c'est les États-Unis probablement qui devraient tirer en fait, je dirais, l'activité, non seulement l'activité, mais aussi l'inflation mondiale, puisque au deuxième trimestre, on devrait atteindre et dépasser 3,5% d'inflation avec cette composante effectivement importante de l'énergie. Mais il y a aussi à surveiller d'autres éléments, comme par exemple la réouverture donc, des commerces et des phénomènes de demande, puisqu'on a des soutiens publics qui sont importants. Donc on devrait avoir des hausses de prix dans les appareils, des hausses de prix dans les transports, des hausses de prix dans le secteur des loisirs, puisque là, il y a une réouverture de l'économie, et on a déjà des hausses de prix dans les logements, des hausses de prix dans les services de santé. Donc, total,
on a effectivement une inflation qui va passer donc à 3,5, plus de 3,5, qui va revenir probablement entre 2,5 et 2, et en 2022, rester aux alentours de 2%, ce qui change assez le profil d'inflation, puisque les années précédentes, on avait de la peine à atteindre 2%. Et ce qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention pendant l'été, eh bien, ce sont ces fameux secteurs de réouverture de l'économie. Donc, on l'a dit, le secteur du logement, le secteur effectivement du transport, des loisirs, qui représente, les logements, c'est 30%, les transports de façon agrégée, le prix des voitures comme le service de transport, c'est 12%, et l'ensemble des appareils que les ménages achètent et aussi des secteurs de loisirs représenteraient encore 12%. Donc, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de fers au feu, si je puis dire, sur le thème de l'inflation, et un été qui va être intéressant de voir comment s'opère la réouverture et, je dirais, l'accélération de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut imaginer une inflation qui deviendra une inflation plus auto-entretenue à un moment, Patrice, à travers les salaires notamment? Là aussi, on a quelques anecdotes en tête. Je retiens par exemple la compagnie aérienne American Airlines. Alors, les voyages domestiques sont repartis très fort aux États-Unis. Non seulement ils rappellent tous les pilotes qui avaient été mis en chômage partiel d'une certaine manière, mais American Airlines va embaucher encore plus de pilotes que ce dont ils avaient besoin avant la crise. Même topo peut-être du côté de la restauration du loisir. Il va falloir quand même ramener toute une partie de la main-d'œuvre au travail, sachant que cette main-d'œuvre bénéficie encore pour quelques mois, je crois, d'allocations chômage bonifiées, Patrice. Oui, on est encore avec des soutiens qui sont actifs donc jusqu'au mois de septembre. Après, on verra comment ça se passe. Au moins jusqu'au mois de septembre. Et puis, vous avez raison de pointer sur ce phénomène, c'est-à-dire que la réouverture de l'économie, à la fois dans le secteur des services, devrait ramener des gens qui étaient en travail détaché et en soutien, effectivement, par le côté public sur le côté privé. Mais là, effectivement, on peut avoir des ruptures de demande. Et déjà, dans les indicateurs industriels de confiance qui ont été révélés la semaine dernière, les indicateurs PMI, eh bien, on voit dans le secteur manufacturier que les entreprises ont du mal à embaucher. Et donc, on va avoir certainement probablement des tensions sur les salaires. Alors, dans un premier temps, peut-être sur la main-d'œuvre la plus qualifiée, sachant qu'on a effectivement, derrière les plans Biden, il y a aussi cette volonté de ramener sur le territoire américain un certain nombre d'industries qui étaient parties effectivement se délocaliser pour diverses raisons, et notamment fiscales. Et donc, effectivement, là, le rapatriement en fait, d'un certain nombre d'industries risque de tirer le marché de l'emploi. Et là aussi, c'est un sujet important. À quelle vitesse on va revenir vers le plein emploi, et est-ce qu'on y va de façon douce, c'est-à-dire on revient naturellement à la situation, ou avec des frottements, et les salaires dans certains secteurs pourraient être effectivement de ces frottements pendant l'été. Une fois qu'on a dit ça, Patrice, qu'attendre de la communication de la Fed ce soir? Est-ce que la position de patience édictée ces derniers temps par Jérôme Powell et ses équipes reste une position solide qui sera réaffirmée ce soir? Ou est-ce qu'on est déjà au moment où la Fed peut se permettre un bouger dans sa communication, un léger changement dans la communication qu'elle a adoptée jusqu'à présent? Alors, il y aura peut-être une inflexion dans le discours, elle risque d'être un petit peu subtile, puisque en fait, la Fed maintenant a, je dirais, deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'amélioration réelle de l'économie américaine, et non pas seulement donc, en termes de prévision. Et le deuxième objectif, avec l'inflation, c'est aussi le retour au plein emploi. Donc les gros chiffres, si je puis me permettre, en termes d'activité sont en train d'arriver. On en aura un vendredi, donc en termes de PIB du premier trimestre, et puis on a déjà eu des ventes au détail, et puis pendant l'été, dans les mois à venir, on aura les créations d'emplois qui vont certainement rebondir au-delà du million, comme on avait eu d'ailleurs en juin de l'année passée, mais là, ça devrait effectivement être sur plusieurs mois, puisqu'on espère que cette réouverture de l'économie donc, est durable. Donc, comme il a axé en fait son discours et sa communication sur des chiffres réels, aujourd'hui c'était un petit peu tôt, mais il va constater peut-être entre les lignes qu'il y a un début d'amélioration, que la balance des risques est un petit peu différente, et puis cette situation risque effectivement d'augmenter, je dirais, en termes de poids sur le discours et la communication pendant l'été, puisque là, on aura effectivement à la fin de l'été, eh bien, une forte croissance, une forte inflation et certainement, probablement, de forts chiffres sur l'emploi et donc une baisse significative du taux de chômage. Ça fait des mois qu'on parle de ces sujets dans les marchés. Patrice, est-ce que les marchés, et à commencer par les marchés obligataires américains, sont prêts effectivement au scénario et au schéma là, qu'on décrit ensemble? Alors, ça a été déjà anticipé. On a vu la hausse donc, qui était intervenue donc, au mois de mars, où on avait des taux à 10 ans américains qui avaient rebondi donc, à 1,75%. Là, il y a eu une détente parce qu'effectivement, il y a des flux de la part
je dirais, des investisseurs étrangers qui ont été intéressés par ces niveaux de rendement, et on a aussi eu quelques opérations techniques. Donc on pourrait très bien revoir, à la faveur de l'annonce des plans fiscaux de Biden, donc qui vont recommencer et se reprendre ce soir, vous l'avez mentionné dans vos titres, et puis bien entendu de ces gros chiffres et d'inflation et de croissance et peut-être à venir d'emploi, eh bien on pourrait retrouver un canal haussier sur les taux d'intérêt américains. Il ne resterait logiquement pas à 1,60 ou à 1,50, mais plutôt rebondir vers les 1,80, voire les 1,90 sur un horizon relativement court. Merci beaucoup Patrice, merci pour votre analyse de la situation américaine et des enjeux de cette réunion de Banque centrale, la Fed qui communiquera donc ses réflexions ce soir aux investisseurs avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Patrice Gautry qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste à l'Union bancaire privée. Venons-en à l'analyse de marché avec Nicolas Chéron à mes côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On va clôturer le mois d'avril qui est à nouveau un mois positif pour les marchés actions, pour les indices boursiers partout dans le monde, à peu près, en tout cas en Europe et aux États-Unis c'est le cas. Néanmoins, on a senti quand même que les tendances qui prévalaient depuis notamment l'arrivée des vaccins en novembre dernier étaient au minimum mis en pause, voire c'était un peu infléchi. Le Nasdaq a retrouvé de la surperformance, les small caps se sont un peu calmés, le dollar a un peu rebaissé. On parlait des taux il y a un instant, avec le mouvement de hausse de taux qu'on avait vu les mois précédents. Là aussi, c'est un petit peu calmé aux États-Unis. Quel bilan vous faites de ce mois ? Alors un mois positif, en ligne avec les chiffres historiques, les moyennes historiques. Le mois d'avril, c'est un des meilleurs mois quand on regarde les indices de la planète sur les 50 dernières années. Néanmoins, quand on le découpe, on voit que la première quinzaine est généralement très bullish et que par la suite, petit à petit, on a un glissement, puis une stabilisation, peut-être un certain attentisme avant le fameux sell in May and go away. C'est l'approche du marché qui refroidit un peu tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des rotations dans les rotations. On a beaucoup joué, après que les vaccins soient sortis, on a beaucoup joué les valeurs value. Il y a eu aussi le pétrole. Ensuite, le pétrole s'est calmé. On a joué les taux. On a joué les bancaires. Puis ça s'est calmé, comme vous l'avez dit. Donc, on s'est mis à fond sur les cryptos. Puis ça s'est stabilisé aussi. Les small caps ont eu un début d'année absolument dantesque, vraiment très favorable. Et puis, depuis un mois, on sent un marché très creux, avec beaucoup moins d'entrées de capitaux, peut-être moins de fonds actifs. En fait, on a l'impression que tout le monde est à l'achat, puis on attend désormais. Et ça donne quoi? L'idée d'un plafond de verre quand même, le CAC 6003, on sait qu'on est sur des niveaux un peu historiques. C'est pas le record absolu du CAC 40 cash, mais on sait qu'à chaque fois qu'on arrive dans ces zones, on s'est rarement affranchi de ces niveaux-là à Paris ou sur d'autres indices en Europe. C'est vrai qu'au regard de beaucoup d'indicateurs historiques, on est relativement haut. C'est-à-dire que les PER sont relativement hauts, la capitalisation boursière mondiale rapportée au PIB mondial est aussi relativement haute. On a beaucoup de ratios en fait qui arrivent dans le rouge et qui s'allument et qui nous disent faites attention, mais il faut regarder pourquoi. Qu'est-ce que sont les forces de rappel qui nous soutiennent? Des plans massifs, colossaux, mondiaux, d'une part, des banques centrales omniprésente d'autre part. Depuis quelques semaines, les buybacks, les rachats d'actions par les entreprises sont de retour. Vous le disiez il y a 10-15 minutes, Google qui va mettre 50 milliards sur la table. Donc certes, leur action est chère, mais là, voilà, on parle de montants colossaux qui arrivent en soutien. Donc tous ces facteurs-là sont dans de l'exceptionnel. En plus de ça, on a des chiffres macro qui sont historiques. On n'a jamais eu des PMI aussi élevés aux États-Unis de toute l'histoire. On a des PMI européens ou en Asie qui sont sur des plus hauts de 10 ans ou de 15 ans. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais qui en fait est le catalyseur des marchés boursiers sur 100 ans, c'est les résultats d'entreprise. Et le creux en V est là. Les bénéfices des entreprises américaines ont inscrit de nouveaux records historiques, justifiant des cours sur des records historiques. Quand on est dans ce genre de situation, c'est pas tous les jours. Enfin, comme vous le dites, Nicolas, une fois qu'on a épuisé un peu toutes les idées ou toutes les idées évidentes, en tout cas, qu'est-ce qui reste? Si même l'enthousiasme généré par le marché des cryptos retombe un peu aujourd'hui, je me dis, quelles sont les idées d'après? Quelles sont les idées de demain là?
Alors, peut-être que ce sera plus des idées de court terme, des rotations pour jouer des news ou des thématiques. Je vous donne un exemple simple. Depuis 3 séances, on voit les bancaires fortement remonter. Ouais. Nouveau plus haut annuel de Société Générale et de Crédit Agricole ce matin, parce que justement, on a toute cette discussion autour des taux aux États-Unis notamment, qui pourrait se tendre un petit peu. Donc ça, c'est une thématique qui peut durer quelques jours à quelques semaines. Mais je voulais revenir sur la complexité peut-être du marché dans les quelques mois à venir. C'est un marché qui va être peut-être plus fait pour les investisseurs agiles, donc pas le buy and hold, on achète et on attend, et c'est un marché qui va, je pense, être beaucoup moins évident pour les débutants en bourse. On a en France entre 500 et 700 000 néo-investisseurs qui sont rentrés depuis 1 an. Et c'est un petit peu comme en 2019, les banques centrales sont rentrées, le marché ne fait que monter, tout le monde gagne, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde a gagné sur les big caps, sur les small caps, sur les crypto-monnaies. Et là, je pense qu'on va être dans des marchés un peu plus neutres et un peu plus accidentés peut-être parfois. Ouais. La bourse facile, c'est fini. C'est ça, voilà. Disons-le simplement, ça pourrait faire un bon titre. La bourse facile, c'est fini. C'est une bourse qui, effectivement, ne va pas pardonner quand un investisseur s'endort sur une small cap où les news ne sont pas bonnes, les résultats n'ont pas confirmé les anticipations des investisseurs. Parfois, certaines small caps peuvent perdre 20, 30, 50%, puisqu'elles peuvent aussi en gagner 2-3%, un peu comme les cryptos. Donc, il va falloir être agile, savoir prendre des bénéfices, savoir alléger son portefeuille pour pouvoir revenir plus bas et peut-être opérer le fameux buy the dip, attendre des trous d'air comme on a eu la semaine dernière, des accidents baissiers de 2-3% sur l'indice pour pouvoir se placer plutôt que de courir après le papier, le fameux FOMO, la peur de manquer le mouvement. Donc, on va peut-être avoir des comportements de marché qui vont être un peu plus complexes. Pour l'investisseur qui a vécu 2018, la remontée en 2019, le crack de 2020, normalement, lui, il a mis en place des règles. S'il est encore là, il a guéri. Pour tous ceux qui ont survécu à cette période-là, voilà, ça va être peut-être plus facile. Pour tous les nouveaux, il faut éviter l'effet de levier, il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, être diversifié, parfois créer un peu de liquidité puis faire des pauses. Et je le répète, en bourse, la patience est d'or. S'il y a bien une vertu à avoir, c'est ça. Donc parfois, attendre quelques semaines pour avoir un titre que l'on affectionne à un bon prix. Plutôt que d'acheter un peu n'importe à n'importe quel prix. Ouais. S'il y a moins d'évidence effectivement aujourd'hui sur le plan de l'investissement boursier, il y a tout ce qu'on appelle les situations spéciales sur les marchés et qui vous intéressent aujourd'hui, Nicolas. C'est quoi des situations spéciales qui vous intéressent aujourd'hui ? Ça va être des dossiers qui sont soutenus par de possibles opérations et le plus souvent des opérations capitalistiques, des rumeurs d'OPA, des retraits de la cote, des renforts de certains investisseurs ou des déblocages de situations. Vous parliez de Lagardère par exemple. Oui, on en a beaucoup. On en a parlé bien sûr. La situation est en train de se débloquer un petit peu. J'aime beaucoup, et je vous en avais déjà parlé il y a 2 mois, M6, Métropole TV, la fameuse. Qui tient extrêmement bien, qui n'est pas corrélé à l'indice 440, qui est autour des 18 €, 18,50 €. Et je pense qu'avec les discussions vont bon train ces derniers mois entre milliardaires, à savoir comment on va découper le gâteau, mais c'est le genre d'action où on a un joker. C'est-à-dire que le marché, à un moment, peut se mettre à consolider. Peut-être qu'elle va baisser un petit peu comme les autres, mais en pleine consolidation, sur ce type de valeur, hop, la news. Parce qu'il y a un événement spécifique potentiel. C'est ça. Autour de cette valeur en particulier. Et on se réveille un matin, la news tombe à plus 15, plus 20. On a un retrait de la cote ou une revente. Donc c'est ce genre de situation-là que je cherche. On peut le voir sur des dossiers sous-valorisés. On a Target, par exemple. Où on a, Opéra à 20 €. Bien sûr. Quand on regarde les chiffres, en théorie, en sortie de crise, on devrait être largement au-dessus. Donc on voit qu'il y a des familles qui en profitent aussi de se dire peut-être qu'on va se retirer parce qu'on n'est pas cher pour pouvoir pleinement profiter de la situation. J'aime bien tout ce qui tourne autour de la galaxie Bolloré. Parce que mine de rien, Monsieur Bolloré est très,
C'est bien parce que très bon investisseur. entre M6 et Vincent Bolloré et Vivendi, il y a peut-être pas tant d'écart que ça. On verra ce qui se passe autour de M6. Mais, financière ça fait partie des potentiels acquéreurs, on va dire, il faut le dire, c'est public. Hein, mais et financière, Bolloré qui détient financière de l'Audet, qui détient Bolloré, qui détient du Vivendi. Vivendi qui va vendre Universal Music Mobile, qui va récupérer 4 milliards de cash, qui va pouvoir faire des acquisitions externes. Ça, c'est le genre de dossier dynamique où on se dit qu'il y a une fenêtre moyen-long terme de la visibilité, du dynamisme. Et c'est ça qu'on va chercher plutôt. Être actionnaire aux côtés de Bolloré, c'est une situation confortable pour le minoritaire, pour le particulier. Je pense que c'est pas mal. Ça fait partie de lignes de fonds de portefeuille, mais où on peut avoir des belles surprises. Et d'ailleurs, j'en ai une troisième de ce type-là. C'est Mint Energy. Alors, c'est une petite société. Avant, ça s'appelait Budget Télécom. Avant, ils étaient spécialisés dans le phoning et l'acquisition client dans tout ce qui était téléphonie. Et ils ont réussi à transférer ce savoir-là, mais dans un service de l'énergie. Et en fait, il y a eu une OPA avortée il y a quelques mois. Et c'est une situation qui est rare. C'est-à-dire qu'on a un acquéreur qui a dit « Ok, on est à 8-9 euros, j'achète à 10 ». Et tous les minoritaires, enfin les petits, là c'est vraiment des investisseurs particuliers qui se sont ligués, qui ont eu plus de 10% entre eux et qui ont fait échouer l'OPA en disant nous, on veut plus. On n'apportera pas. À 10, on apporte. Et en fait, quand on regarde la courbe d'acquisition client, ils étaient à 150 000 clients au moment de cette OPA. Aujourd'hui, ils sont à plus de 220 000 clients. Donc, on a une courbe de progression qui est toujours très forte, une croissance très forte, mais un cours de bourse qui est à 9,50 €. Donc c'est peut-être, ça c'est vraiment de la ligne de fonds de portefeuille dans le sens où ça peut prendre 3 mois, 6 mois ou peut-être parfois 1 an avant qu'un nouvel acquéreur se manifeste. Mais sur le papier, ça vaut bien plus. S'il y a eu un premier intérêt, c'est pas impensable qu'il y ait... Que la même personne ou un autre revienne, une nouvelle mais tentative, avec une prime de 20 à 30% qui font que cette fois les petits actionnaires lâcheront. Voilà. Mint Energy, vous dites, c'est ça, c'est un dossier qui fait 50 millions d'euros, un peu plus. C'est vraiment une petite boîte. En termes de capitalisation, je ne veux pas vous dire de je crois que j'ai vu que c'était une cinquantaine de millions d'euros. Merci d'avoir regardé. Voilà, non, mais c'était pour me rendre compte. Je n'avais pas en tête le nouveau nom Mint, mais oui, Budget Télécom, effectivement, ça parle. C'était une petite société historique des small caps parisiennes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous pour faire ce tour d'horizon de marché en cette fin de mois d'avril. Le mois de mai approche. On verra comment la saisonnalité impacte ou non les marchés. Ce sera un mois déjà important en termes de versement de dividendes. Ne l'oubliez pas, on a un peu plus d'une cinquantaine de points d'écart entre le futur et le CAC 40 cash aujourd'hui, puisqu'on traite le futur mai désormais. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.